Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Porte-parole d'Éric Zemmour, j'imagine que vous êtes content ce matin. L'adversaire que votre candidat compte défier est monté sur le ring? Écoutez, on peut dire que enfin le débat peut s'installer parce que on voit la période un peu compliquée que nous traversons avec cette guerre abominable en Ukraine qui vient un petit peu écraser le débat comme le Covid pendant 2 ans. Mais l'organisation de notre démocratie, c'est une respiration tous les 5 ans. Et donc ce débat de l'élection présidentielle est essentiel, il ne faut pas y échapper, d'autant plus que cette année, je pense qu'il existe un choix très clair entre 2 visions de la société, celle qui est proposée par Emmanuel Macron dans sa lettre, qui est finalement... Justement, qu'est-ce que vous en avez retenu de cette déclaration de candidature? C'est une déclaration pour nous dire, voilà, vous avez trouvé que ce que j'ai fait pendant 5 ans c'était bien, donc on va continuer. Il ne nous dit pas grand-chose. J'ai retenu 1 ou 2 exemples un peu intéressants. Il nous explique qu'on va travailler plus. Mais on n'a pas compris exactement ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on travaille plus chaque semaine? Est-ce qu'on travaille plus sur la durée? Est-ce qu'on gagne plus quand on travaille plus? Nous, vous savez qu'avec Éric Zemmour, on propose effectivement de revenir à un système qui permet de travailler plus pour gagner plus. Emmanuel Macron, c'est pas très clair. Il y a sans doute une réforme des retraites derrière ce thème. Est-ce que c'est de la réforme des retraites qui a soulevé la France il n'y a pas très longtemps, ou est-ce que c'est un nouveau projet? Il est urgent que les Français sachent quel modèle de société on leur propose pour les 5 prochaines années. Il y a dans ce texte d'Emmanuel Macron quelques phrases qui semblent directement adressées à Éric Zemmour. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Et je crois effectivement, vous savez, il y a un choix qui est très clair entre 2 modèles de société. Et lorsqu'Éric Zemmour est rentré en campagne, vous savez, j'étais pendant très longtemps au Rassemblement national et j'ai choisi de rejoindre Éric Zemmour quand il est rentré en campagne, essentiellement parce que c'est le premier à poser un véritable diagnostic de la société française, de l'état dans lequel se trouve notre pays, en nous disant elle est en danger de mort, le pays est en danger de mort, et j'ai un certain nombre de solutions. Depuis, tous les candidats se sont positionnés par rapport à ce diagnostic qu'il a établi et par rapport aux propositions qu'il présente aux Français. Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle, il sent bien que les Français ont envie de répondre, ont envie d'entendre les réponses à cette question, et donc il vient avec une caricature, nous expliquant que c'est une sorte de nostalgie. Éric Zemmour, c'est pas du tout ça. C'est au contraire retrouver une France qui soit pleinement indépendante, qui soit une France puissance d'équilibre. On en aurait eu besoin de cette France-là pour éviter la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron nous propose de continuer comme il l'a fait. Et son projet, c'est finalement de laisser la société française dans la situation d'immense brutalité dans laquelle elle est aujourd'hui. Rappelons-nous quand même que la montée des violences, c'est une accentuation très forte au moment de son quinquennat. La montée d'une immigration totalement incontrôlée, c'est son quinquennat. Les gilets jaunes, c'est son quinquennat. La gestion calamiteuse des hôpitaux, c'est son quinquennat. Il n'empêche, il va être difficile à rattraper ce président slash favori des sondages, slash quasi chef de guerre. Écoutez, c'est la 2e fois qu'il nous fait « je suis chef de guerre ». Souvenez-vous, devant des tanks militaires, face au Covid, je suis chef de guerre. La politique... Il n'a pas choisi les circonstances, ni la Covid, ni la guerre en Ukraine d'ailleurs. Mais il apprécie la posture, ça lui permet effectivement de présidentialiser sa personne. Mais le débat qu'attendent les Français, encore une fois, c'est de savoir où est-ce qu'on les emmène et dans quelle France ils vont évoluer. Et je crois qu'il ne peut pas échapper à ce débat. Parce que la société française est dans un moment d'immense brutalité, elle est terriblement divisée. Et qu'on a besoin de savoir... Vous veulent y échapper à ce débat mais bien sûr. Dans la campagne qui s'ouvre. Mais bien sûr, mais c'est humain, si je puis dire. Il est président de la République. Il y a une crise internationale réelle, dangereuse aux portes de l'Europe. Il y en avait une au Mali. Il est dans la situation de gérer partiellement ces crises. Donc il essaye de l'enjamber en disant aux Français, faites-moi confiance, surtout ne bougez pas, ne tremblez pas, je vais vous protéger. Mais il ne protège pas les Français. Et nous, ce que Éric Zemmour veut dire, c'est que nous avons, nous, un programme de protection des Français et surtout de retour à l'unité nationale. Alors après avoir beaucoup hésité, Marion Maréchal sera présente ce week-end pour afficher son soutien à Éric Zemmour lors d'un meeting à Toulon. Qu'est-ce que ça a comme signification, ce ralliement pour vous? Vous savez, la campagne d'Éric Zemmour, c'est de rassembler ces 2 droites qui ont été divisées pendant 30 ans par le piège qu'avait tendu François Mitterrand, c'est-à-dire de laisser la gauche baptiser une droite républicaine. Donc la forçant, c'était les LR, l'UMP autrefois, la forçant à se conformer à un certain nombre de principes du mondialisme, d'une immigration qui serait la bienvenue, et de l'autre côté, une droite nationale, populiste, incarnée par
le Front National ou le Rassemblement National hier. Éric Zemmour, lui, ce qu'il propose, c'est de rassembler ces deux électorats. C'est aussi ce que proposait Marion Maréchal lorsqu'elle était députée. C'est la ligne qui n'avait pas été retenue par Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle ne croit pas dans ce possible rassemblement. C'est pourtant la seule solution pour gagner. Donc c'est important de montrer que tous ceux qui partagent cette vision de la France, un rassemblement des conservateurs patriotes et des populistes nationaux, permet d'accéder à une victoire. Donc il y a ce message de rassemblement, mais Marion Maréchal, elle n'est plus élue depuis des années, elle s'était mise en retrait de la vie politique. Alors certes, Éric Zemmour la pique à Marine Le Pen, avec qui il est en concurrence, mais au-delà du symbole, est-ce qu'elle va vraiment apporter des électeurs à Éric Zemmour? Et vous savez, je pense que personne n'est propriétaire d'électeurs. Ce que vous amenez, c'est une cohérence. C'est des gestes qui signifient qu'effectivement, le projet proposé par Éric Zemmour est le bon. C'est parce qu'elle elle a un lien de parenté avec Marine Le Pen, c'est sa tante, avec son grand-père, Jean-Marie Le Pen. C'est par ce ralliement, c'est de dire aux Français, ça n'est pas au Rassemblement National que se trouve l'avenir de cette droite que je défends, c'est avec Éric Zemmour à l'occasion de cette élection présidentielle 2022. C'est donc extrêmement important optiquement, et pour les électeurs, pour ceux qui sont tentés par le Rassemblement National, c'est une façon de leur dire, faites comme moi le deuil de ce parti, de cette aventure qui ne nous amène pas à des victoires. Et les militants et les électeurs du RN ont le droit d'avoir une victoire. Mais en tout cas, le renfort de Marion Maréchal vous permet sans doute de pousser un ouf de soulagement après une mauvaise semaine. Éric Zemmour a enregistré une glissade depuis l'offensive russe en Ukraine. Il se trouve en 4e position dans la plupart des sondages. Il était en 3e, voire en 2e position qualificative il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a une urgence à relancer sa campagne? Et si oui, comment? Bien sûr, une mauvaise semaine. La crise en Ukraine obère l'élection présidentielle. Le discours d'Éric Zemmour, c'est effectivement, comme je vous le disais, de poser un regard sur la société française pour proposer des solutions. Lorsqu'on parle de l'étranger, c'est effectivement plus compliqué de faire entendre sa voix. Mais je pense que les Français attendent ce débat sur l'avenir de la France, et que d'ici à ce week-end, début de semaine prochaine, le cours de l'élection présidentielle va reprendre. Ils n'ont pas envie de se faire voler l'élection présidentielle, ils ne veulent pas qu'elle soit escamotée, et encore une fois, c'est autour des propositions d'Éric Zemmour que s'organise le débat. C'est autour de son analyse de la société française que s'est organisée l'après-campagne, et on voit bien par les pics que fait Emmanuel Macron qu'il a bien compris que c'était autour de ce diagnostic qu'Éric Zemmour a posé qu'il faudra s'organiser et organiser sa campagne. Est-ce qu'Éric Zemmour doit revoir en particulier sa position sur les réfugiés ukrainiens et leur accueil en France? Il ne veut pas les voir arriver en France. Non, c'est pas vous présentez, je comprends, une position complexe de façon brutale. La réalité, c'est qu'aujourd'hui vous avez, et il l'a dit à l'occasion d'une émission récemment, il encourage les maires, par exemple, qui prennent des positions très généreuses d'accueil de réfugiés. Il salue le choix du cœur des Français. Derrière, il veut être président de la République. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question de vider l'Ukraine de ses meilleurs enfants. Il n'est pas question d'éloigner des familles. Ce sont des vrais réfugiés. C'est-à-dire que vous les avez vus, ces images de familles qui arrivent aux frontières de la Pologne, le père, le mari qui laisse sa femme et ses enfants et qui retourne combattre parce qu'il se bat pour la liberté de son pays. Ces familles, elles n'ont pas envie d'être loin. Elles ont d'abord envie d'être proches de leur mari, père, ami. Elles ont envie de pouvoir revenir dès que le conflit sera terminé. Et il faut donc respecter le choix de ces familles. C'est pas un argument un petit peu spécieux quand même. Qu'est-ce qui gêne dans ces réfugiés? Il n'y a pas d'histoire de grand remplacement, d'invasion islamiste. Ce sont des orthodoxes pour la plupart. Rien ne nous gêne. Rien ne nous gêne. Ce que je veux dire, c'est pas ce que les Français ont compris visiblement quand on voit des visages dans les dévissages dans les sondages. Vous avez raison. Les Français ont cru qu'il était sans cœur et qu'il opposait une sorte de refus xénophobe, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui nous avons une France en grande difficulté, nous avons d'immenses problèmes à gérer et qu'il veut se concentrer sur ces solutions à proposer. Derrière, ce qu'il a redit encore, c'est qu'il comprend et il salue l'élan du cœur des Français, il comprend la générosité française, mais si on veut
fait, si on veut réellement aider les Ukrainiens, aujourd'hui, il faut aider les Polonais et les Hongrois. Parce qu'à l'heure où on parle, vous savez que la Hongrie et la Pologne sont sous sanctions européennes. C'est-à-dire que cette Europe qui veut donner des leçons de charité ou de générosité aujourd'hui à Éric Zemmour ou à d'autres en nous disant mais vous n'êtes pas très très généreux, en fait elle prive de centaines de millions la Pologne, alors que la Pologne... Pour manquement à l'état de droit. Hein, et donc manquement à leur état de droit. Il n'y a pas la définition de l'état de droit au sein de l'Union européenne, et je suis parlementaire européen, est bien particulière. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, quand les Polonais... Ces deux pays en font partie de l'Union européenne. Oui, mais quand les Polonais et les Hongrois accueillent, comme ils le font, des familles ukrainiennes, avec un élan des Polonais extrêmement important, font preuve d'une grande générosité, excusez-moi, c'est ça l'état de droit. Et Madame von der Leyen et la Commission européenne devraient avoir honte de la façon dont sont traités ces deux pays. Éric Zemmour a souhaité il y a quelque temps, avant ce conflit, un Poutine français pour son patriotisme. Pour lui, le président russe est un démocrate autoritaire. C'est ce qu'il a expliqué cette semaine sur RTL. En Russie, les opposants sont emprisonnés, les médias sont sous contrôle, les manifestants sont arrêtés. Où est-ce que vous la tracez, la limite entre un dictateur et un démocrate ? Il l'a tracé lui-même lorsqu'il a décidé d'envahir un pays. Il est totalement sorti du champ raisonnable des personnes avec lesquelles nous pouvions avoir... Quand Éric Zemmour dit démocrate autoritaire, c'est après cette invasion. Hein. Non, c'est après le Donbass. Très clairement, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine représentait pour son pays, la Russie c'est particulier, excusez-moi, vous avez des gens qui sont élus dans ce pays par l'opinion publique, qui sont des gens effrayants. Permettez-moi de vous dire que vous avez des mouvements extrêmement radicaux. C'est un pays compliqué. Monsieur Poutine a choisi de sortir de tous les chemins acceptables pour des démocraties en envahissant l'Ukraine. Il s'est mis lui-même en dehors de la communauté internationale. Pour autant, on va bien être obligé, et c'est ce que fait Emmanuel Macron, de continuer à travailler avec lui parce que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et donc il faut trouver les moyens de sortir de ce conflit, d'arrêter d'abord le conflit et de sortir, de retrouver l'intégrité territoriale de l'Ukraine et d'assurer à la Russie la sécurité qu'elle imagine ne pas avoir pour que nous puissions résoudre définitivement la sécurité en Europe. Je vous rappelle que depuis l'effondrement de l'URSS, on n'a jamais eu de conférence internationale sur la sécurité en Europe. C'est un moment très important et nous n'avons jamais réuni l'ensemble des pays qui sont sur ce même continent pour savoir comment nous allions vivre ensemble. Après des bombardements cette nuit à côté des installations, la saisie par l'armée russe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été annoncée ce matin par les autorités ukrainiennes. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, c'est inquiétant. Une guerre aux portes à quelques milliers de kilomètres de chez nous, c'est inquiétant. Mais comme était très inquiétante la guerre au Mali, lorsque vous aviez des soldats français qui étaient en train qui sont encore en train de se battre parce que vous avez des djihadistes qui ont comme projet de venir casser notre société et venir faire des meurtres et des attentats en Europe. La guerre est inquiétante, évidemment, et nous vivons dans un monde extrêmement complexe, extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle il nous faut des dirigeants capables de redonner à la France son indépendance et son autonomie. Moi, je veux que la France ait une défense française. J'ai confiance dans les Français pour se défendre. Je ne veux pas plus dépendre... que dans l'Europe, c'est ça le sous-entendu? Exactement. Je n'ai pas... L'Europe, on voit bien, se divise sur un certain nombre de sujets. On a des tas de choses en commun, mais non, nous n'avons pas l'ensemble de nos souverainetés en commun. Et c'est pour ça, c'est la grande différence avec Emmanuel Macron, qu'il nous faut aborder ces sujets-là. La France doit rester française et elle ne doit pas se fondre dans l'Europe. Dans sa lettre, d'ailleurs, il nous dit qu'il a un projet pour la France et l'Europe. Il n'y a pas de candidat aujourd'hui à la présidence de l'Europe. C'est un peu confus, mais c'est le en même temps d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Jérôme Rivière. Merci.